Amis, nous l'avons vu, nous entrons dans un temps où les hommes doivent porter leurs yeux vers les étoiles, par-delà leur transformation de la Terre, et aussi pour en étendre le champ. Cela semble à certains, nombreux parmi les journalistes, les banquiers et les politiciens de profession, les politiciens de métier, cela semble étrange d'élargir ainsi l'espace du débat politique comme nous l'avons fait ce matin. Cependant, c'est bien au moment de grands périls que nous devons regarder ce vers quoi est inscrit notre futur, là où sera notre destinée, et en même temps porter notre pensée vers le passé, vers tous ceux qui ne sont pas morts, les Vernadsky, les Einstein, les Curie, les Kepler, car leurs actes vivent en nous-mêmes et doivent vivre en nous-mêmes si nous avons décidé que, comme eux, nous devons prendre la responsabilité du temps à venir, c'est-à-dire, ici et maintenant, de s'engager en politique. La vraie, pas celle que nous infligent aujourd'hui tous ces professionnels nourris au lait, et je dirais à la drogue du carriérisme, au désir de devenir chef dans un monde dominé par la culture de la mort et de la guerre. Dans cette Europe incapable d'offrir une espérance, opprimant ses propres peuples par une austérité soi-disant libérale, et vouée à une alliance atlantique au service du monde de la City et de Wall Street, monde devenu d'autant plus dangereux qu'il est blessé à mort par ses propres œuvres. Monde qui mène à une guerre en Ukraine car il est incapable de créer les conditions de la paix. Vous savez qu'un tigre blessé devient toujours un mangeur d'hommes. Il nous manque une espérance commune qui surmonte les divergences et puisse rassembler les dévouements. À nous de la donner, à nous de renouer le fil du passé et du futur. Cela vous semble sans doute un peu abstrait, un peu lointain, car l'habitude s'est perdue d'élever les débats, c'est-à-dire de faire notre métier d'homme. Aussi, je vais vous dire maintenant de quoi la France est aujourd'hui faite, de quoi elle est faite au présent, et qui devrait être intolérable pour nous tous, nous portant dès lors à réagir. Si on voit les choses dans leur totalité, telles qu'elles sont, notre cœur et notre raison se soulèvent en même temps. Puis, comme le refus ne suffit pas pour faire une politique, et qu'il n'est pas d'issue qui mène au passé, je vais vous dire que sur l'autre versant, celui du futur, la France a un potentiel énorme. Nous pouvons apporter ce que nous devons au monde, ce que nous devons à la cause de l'humanité. Nous devons donc naturellement le faire, car c'est notre histoire qui nous presse de le faire, depuis Charlemagne jusqu'à Rosetta. Et c'est le futur qui nous l'impose. À l'âge où nous venons de réussir le rendez-vous avec une comète, comme vous l'avez vu, à l'âge de Rosetta et de Philae, réussissons-le aussi, ce rendez-vous avec notre propre société et la paix du monde. Et arrêtons de ruminer notre déclin, de lâchement ruminer notre déclin. Car nous ne sommes pas de ceux qui ne connaissent que la France des TGV et des autoroutes, et qui ignorent celle des nationales et des départementales. Nous ne sommes pas ces castes d'arrivistes qui ont perdu toute légitimité, ceux pour qui les gens ne votent plus, ou votent mal, votent à l'envers, votent de travers, et parfois malgré eux. Nous devons être ceux qui prennent la responsabilité des choses. Notre passion personnelle, celle qui vous a fait, je pense, venir ici ce matin, notre passion personnelle s'accordant à notre devoir, jusqu'à qu'il ne soit plus un devoir, mais une joie d'offrir aux autres une part d'humanité. De créer
ce qui n'a jamais été auparavant, sous cette forme, ce monde à venir pour l'avantage d'autrui, et pas pour l'égoïsme de notre pays ou de nous-mêmes. Redescendons sur terre, avant de rassembler nos bagages vers ce qui fera notre rayonnement, pourvu que nous redevenions patriotes et citoyens du monde en même temps. Patriotes, refusons le chaos destructeur de l'oligarchie financière et défendant notre souveraineté. Et citoyens du monde, repoussant la mondialisation truquée et ne tombant pas dans l'autarcie d'un nationalisme qui est fondé sur le refus de l'autre. France, novembre 2014. Vous connaissez peut-être ce que je vais vous dire, mais je voudrais vous le faire éprouver avec votre intelligence, votre raison, votre cœur et vos tripes, pour que vous vous leviez pour de bon, par-delà ce qu'en 1945 on appelait nos misérables petites existences quotidiennes à la libération de Paris, jusqu'à se dire, plutôt que « pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» se dire « pourquoi pas moi ?» Non pour faire une charité de vieille dame patronnesse envers un mouvement politique, mais pour devenir pleinement vous-même dans le don de soi qui est aujourd'hui la seule manière de rétablir l'estime de soi. Car la France, novembre 2014, ce sont des Français en proie à une panique identitaire, à un repli individuel, à un narcissisme et à une infantilisation pour ceux qui pourraient penser autrement. C'est-à-dire vous. Et des Français qui ne le peuvent pas, en proie à la souffrance, ne se sentant plus chez eux, non pas à cause des immigrés, comme on veut le leur faire croire, mais parce que notre chez nous, c'est-à-dire la France de la libération et du Conseil national de la résistance, la France du service public, est en train de disparaître. Ils ne se sentent plus chez eux, car leur maison, qui est notre maison, tombe en ruine. Ah, ce n'est pas le suicide français que décrit un Éric Zemmour, le nouveau chouchou des médias après Bernard-Henri Lévy. C'est un crime commis contre notre histoire, maquillé en suicide par les Zemmour et les Lévy, par tous ceux qui veulent nous faire voir le monde par le trou de la serrure et nous paralyser dans la dérision et aussi dans une rage impuissante. La France, novembre 2014, c'est un système détraqué. 2 Français sur 3 ont au moins un proche frappé par la misère. D'après une étude du Secours catholique, il y a 1 500 000 personnes qui vivent avec 515 € par mois en moyenne ou moins. Moins de 17 € par jour. Très loin du seuil de pauvreté nationale, qui est de 987 €, et en dessous du seuil de très grande pauvreté, qui est de 651 € aujourd'hui. Près du quart vivent dans un logement précaire ou sont sans abri. Et la moitié de ces personnes ont moins de 40 ans. Moins de 40 ans. Plus de 6% des Français et des Françaises sont des glaneurs qui viennent chercher leur nourriture à la fin du marché ou parmi les produits ayant dépassé la date inscrite sur leur emballage. Au total, 14% des Français en 2011 vivaient sous le seuil de pauvreté, ces fameux 985 €. Et si l'on ajoute les catégories privées d'une partie de leurs biens essentiels pour leur existence, on atteint 20% des Français. Eh bien, c'est le même taux qu'aux États-Unis d'Amérique. Le nombre de chômeurs, lui, atteint 3 460 900, d'après les dernières statistiques, en France métropolitaine, catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun emploi. Si l'on ajoute au A les catégories B et C, les demandeurs d'emploi en activité réduite, et généralement très, très réduite, qui sont environ 668 000, on atteint un chiffre de 5 154 000 en France métropolitaine,
mais si on ajoute les départements d'outre-mer, on arrive à 5 500 000. Si on ajoute encore les catégories D et E, inscrites elles aussi à Pôle emploi et cherchant un emploi plus satisfaisant que le médiocre dont ils disposent et les heures réduites dont ils disposent, ils sont 668 000. On atteint, si on fait la somme, 5 822 000 en France métropolitaine. Et au total, avec les DOM, on dépasse les 6 500 000. À quoi l'on doit ajouter les non-inscrits ou les désinscrits, découragés, ceux qui sont aussi en stage parking, qui sont entre 500 000 et 1 million. Et on arrive à un total qui dépasse, je pense, les 7 millions. Avec la tragédie de 2,2 millions de chômage de longue durée, représentant 4,5% de la population totale active. 4,5% éloignés depuis plus d'un an de ce que l'on appelle le marché du travail. C'est un terrible gâchis, sans précédent depuis la guerre, et qui atteint le niveau des années 30 du XXe siècle. Lorsqu'il y a embauche, plus de 9 sur 10 sont sous la forme d'un contrat à durée déterminée, d'un CDD ou d'un intérim, avec des missions, comme on dit, des missions de plus en plus courtes. Une précarité qui croît depuis 30 ans et touche désormais aussi les plus vieux, ce qu'on appelle les seniors. Diplômés ou pas, les jeunes galèrent de plus en plus pour trouver un emploi. Un exemple, le taux de chômage pour ceux ayant obtenu un baccalauréat en 2010 s'élève à 21% 3 ans plus tard. Alors que, si on prend la génération de 2007, le chiffre n'était que de 15%, c'est déjà beaucoup trop. Mais maintenant, c'est encore bien davantage. Et l'un des derniers moteurs de l'emploi, le commerce et les services, est en train de caler à son tour, comme montre une étude qui a été publiée, je crois, le 20 octobre par le cabinet Trendéo. Oui, c'est Trendéo. L'industrie, elle, continue sa chute. Plus de 500 000 emplois perdus depuis la crise de 2008-2009. 1512 usines fermées, compensées seulement à 60% par la création de nouveaux sites. En clair, des emplois moins qualifiés de services ne remplacent même plus les emplois industriels perdus. Tous les moteurs de l'activité se trouvent en panne. Les mises en chantier sont au plus bas depuis 15 ans. Environ 305 000 unités seulement entre juillet 2013 et juillet 2014. Nous sommes loin des 500 000 dont parlait François Hollande dans sa campagne présidentielle. Et notre capacité de production industrielle a baissé de 4% depuis fin 2013 et de 11% depuis 2008. L'investissement des ménages et des entreprises continue, lui, à chuter. Dans ce contexte, les impôts augmentent, les collectivités territoriales verront les dotations de l'État baisser de 11 milliards entre 2015 et 2017 sur 3 ans et reculeront dès maintenant de 3,7 milliards dès 2015, avec un recul de 2 milliards pour les communes. C'est dire que les communes et les départements devront pratiquer des coupes claires dans leurs investissements et même dans leurs dépenses de fonctionnement pour leur personnel, privant ainsi notre pays d'un moteur essentiel, puisque les collectivités territoriales représentent près du 2/3 des investissements français. Pour diminuer le déficit de la sécurité sociale, le gouvernement et le Parlement ont aboli le principe de l'universalité des prestations, un principe inscrit au programme du Conseil national de la Résistance. Ils l'ont aboli, et le reste viendra, dans le domaine des allocations familiales, mises sous condition de ressources, et les congés parentaux seront réduits pour les mères, sous prétexte de partager avec les pères, ce qui serait tout à fait juste dans une société créant des emplois, mais devient un châtiment dans notre société qui les détruit, puisque le père ne pourra littéralement pas abandonner son travail pendant plusieurs mois pour s'occuper de son enfant, car ce serait au risque de perdre ce travail. Dans ce contexte, bien plus de la moitié des Français croient à une explosion sociale, 76%, suivant un sondage IFOP Ouest France, alors que pour l'instant, les mobilisations restent partielles, tout en devenant de plus en plus violentes.
Les gendarmes ont ainsi lancé plus de 11 000 grenades, lacrymogènes, mixtes et offensives, depuis l'élection de François Hollande, soit le double du nombre utilisé durant les 2 dernières années du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 6 250 pendant ces 2 dernières années. On en est à plus de 11 000. Le prochain désastre social qui s'annonce est celui de l'industrie ferroviaire. Dans le contexte d'une chute des commandes publiques, on ne créera plus de nouveaux TGV et on ne renouvellera plus les vieux trains à corail, les TER et les trains intercités des régions, mettant ainsi d'accord, par le bas, les partisans du local et ceux du national. Sur les 21 000 salariés du secteur, 10 000 pourraient perdre leur emploi avant 2018. Est-ce alors en faveur du patronat? Non, car le taux de marge des entreprises reculera en 2014, malgré le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, qui doit permettre une baisse du coût du travail correspondant à 4% de la masse salariale de 2013 pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. En même temps, l'État s'endette et continue à emprunter pour payer les professeurs, les retraités, l'armée, les fonctionnaires, tout en réduisant le train de vie de tout le monde. L'objectif d'un redressement de nos comptes, 3% du déficit du produit national brut, selon la règle européenne, se trouve reporté en 2017 et l'on n'y parviendra certainement pas, malgré la vente par l'État pour un total de 10 milliards de ses avoirs prévus par Emmanuel Macron. Un grand bradage, comme si on commençait à être la Grèce. La privatisation des autoroutes, un véritable scandale dû à Dominique de Villepin. Depuis 2005, avec des concessionnaires augmentant leurs profits beaucoup plus vite que l'inflation et réduisant de 20% le nombre de guichetiers. Et aujourd'hui, la privatisation des aéroports, d'abord celui de Toulouse, en attendant une dizaine d'autres. Cela montre où nous allons. Les inégalités s'accroissent à tous les étages et en même temps l'État s'appauvrit. Alors, face à ce dépouillement, et je préférerais dire cette dépouille de notre peuple et de notre secteur public, ni les analyses libérales sur l'enrichissement général par le marché, ni les analyses marxistes sur la baisse tendancielle du taux de profit au bénéfice du patronat possédant les biens de production, ni l'une ni l'autre ne sont valables, elles ne tiennent plus. Je vous renvoie au livre de Florence Aubenas en France, dans lequel on voit apparaître une croissante foule hétéroclite, exclue du devenir de notre pays, formée des classes populaires, comme on dit, d'ouvriers ayant perdu leurs emplois, d'artisans, de caissières, d'aides-soignantes, de très jeunes filles se faisant faire des enfants faute de mieux, dans le nord de la France en particulier, de jeunes hommes rivés à leur console dans les de périurbains qui passent des heures et des heures, parfois 5 par jour, dans les transports en commun. Ils ne peuvent pas trouver de logement près des villes, c'est trop cher, donc ils doivent vivre à 2h30 de transport en commun dans leur lieu de travail. C'est une France qui souffre économiquement, mais beaucoup plus encore socialement, dans un monde sans cœur et qui n'aura pas d'espoir, dans une France en état de sécession entre métropolitains, périurbains, quartiers et ruraux, comme s'il y avait un processus de décomposition tout à fait contraire à ce qui a été décrit tout à l'heure. Alors quoi? Il n'y a pas d'explication intérieure à la France. La France n'a été qu'un relais avec la complicité et la collaboration de ses politiques. C'est un système qui s'est mis en place dans le monde, ce que j'ai appelé le monde de la City et de Wall Street, dont l'Union européenne est devenue la courroie de transmission, un système qu'on appelle à tort la mondialisation, car ce n'est pas une simple mondialisation, c'est une mondialisation financière, sous dictature financière.
Je ne parlerai pas aujourd'hui du fonctionnement de cette machine à détruire. Je crois que vous en êtes tous conscients. Simplement pour vous dire une chose, il ne s'agit pas, comme un Régis Debray ou un Bernard Maris le répète, d'une dictature de l'économie. Car pour eux, l'économie se résume à celle de leurs adversaires. L'économie serait un équilibre, ou plutôt la recherche d'un équilibre entre offre et demande, qui en réalité n'existe jamais, car l'analyse ne prend pas en compte le secteur financier, qui lui se livre de plus en plus au pillage, au détriment de la production et du travail, déséquilibrant à son profit tout le système. Ils réduisent l'économie donc à la recherche de cet équilibre entre l'offre et la demande, la recherche d'un abaissement du coût du travail et la réduction des dépenses publiques. Ils se trompent, car l'économie, ce n'est pas cela. Ce qu'ils désignent ainsi, c'est un système de pillage. La vraie économie consiste à promouvoir la recherche pour que les scientifiques découvrent des principes physiques nouveaux, à plus haute densité de flux, par être humain, par unité de surface, comme je l'ai souvent répété, que les entrepreneurs les appliquent sous forme de technologies plus productives et que le niveau de vie et de culture augmente pour tous grâce à la hausse de la production et un partage plus juste. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, ce que font Debray et Maris, ni des banquiers pour des économistes, ce qu'ils ne sont pas. En fait, ce dont ils acceptent sous le nom de l'économie, ce qu'ils acceptent sous le nom d'économie, et qu'on nous vend pour tel, n'est que ce système de pillage organisé au bénéfice d'une oligarchie financière destructrice qui s'est transmise de proche en proche depuis qu'Athènes est devenue le centre de pillage décrit par Thucydide, les Athéniens qui ont condamné Socrate à mort, depuis Athènes, en passant par Rome, Venise, Amsterdam, Rome, Londres et la City, New York et Wall Street, jusqu'à aujourd'hui. De cela, de ce système, l'Europe de Bruxelles n'est qu'une satrapie, qu'une excroissance destructrice, comme Robert Salé le montre particulièrement bien dans Le viol d'Europe. Une Europe construite dès le départ pour la libéralisation financière et le libre-échange, la liberté des renards dans le poulailler, dont nous sommes les poules, plus ou moins droguées d'images. Les récentes déclarations de Mario Draghi en sont une preuve. L'ex du pillage financier de l'Italie, avec les intérêts des grandes banques anglaises et américaines. L'ex de Goldman Sachs Europe, celui qui a mis la Grèce sous un corset de fer, et aujourd'hui le capot de la Banque centrale européenne. Draghi, avec son cynisme habituel, qui semble même, disons, émouvoir son prédécesseur, Jean-Claude Trichet, Draghi nous dit « J'appelle la zone euro à répondre aux crises par l'ajustement des salaires, afin de renforcer la viabilité de la monnaie unique. En clair, ajuster les salaires pour sauver l'euro, devenu instrument de pillage des banques. » Interrogé lors d'une réunion à l'université d'Helsinki en Finlande sur le risque que nous revenions au système du XIXe siècle, donc c'était dit, où les salaires pouvaient baisser et les prix augmenter, il a répondu « La nécessité de dévaluation interne est là. C'est-à-dire, en clair, abaisser les coûts salariaux d'un pays quand il n'est plus possible d'abaisser les taux de change. C'est le cas dans la nasse de l'euro. Les pays sans souveraineté monétaire ne peuvent donc retrouver leur compétitivité qu'en baissant les salaires. L'espagnol coûte désormais 675 € et le grec 480 €, à peu près comme le roumain. Ne parlons pas de l'ukrainien, qui arrive au mieux à 200 € et que les prédateurs européens convoitent. Ce n'est plus la recherche d'un espace vital et d'un pillage à l'Est,
mais à la fois à l'Est et à l'Ouest. Et dans un premier temps, nous l'avons vécu depuis 30 ans, par le contrôle des marchés et la manipulation psychologique des esprits. Aujourd'hui, en Ukraine, on passe au stade militaire sans le vouloir, tout en le voulant, avec des croix gammées qu'on finance et qu'on déplore lorsqu'elles s'exhibent trop. La robotique et l'informatique ne sont dans ce contexte plus utilisées pour améliorer la production et la productivité, mais pour traquer les coûts sociaux et améliorer le profit financier. Toutes les grandes entreprises multinationales sont ainsi sous le contrôle des holdings financiers. Revenons à Mario Draghi. Il nous dit en même temps, comme le cœur des marchés, qu'il faut aussi faire monter l'inflation pour accroître la marge des entreprises en faisant monter les prix. Mais à quoi arrivera-t-on alors? À une baisse des salaires, je vous l'ai dit, il y a une hausse des prix en même temps. Car aujourd'hui même, ce qui est vendu 10 € est vendu 10 € partout en Europe, avec des différences assez minimes. Donc le taux d'exploitation est plus élevé parmi les pays les plus pauvres, et les plus pauvres au sein même de ces pays. Tandis que les classes moyennes des pays relativement plus riches sont mises sous coupe réglée, en abaissant là aussi leur salaire, sous prétexte de compétitivité avec les plus pauvres, et soumises à la délocalisation. Absurdité sociale, absurdité économique, alors qu'en France, 75% de notre économie dépend de la consommation. Mais logique, pour les 5% titulaires de revenus les plus élevés, auxquels Thomas Piketty consacre tout un livre de 1000 pages, alors que cela éclate en une page sous nos yeux. Nous sommes ainsi devenus de la piétaille, avec de moins en moins de dents pour nous défendre, condamnés à gagner moins et à payer plus cher des produits de plus en plus médiocres, voire le secteur du vêtement, dans notre rapport sur l'industrie française qui est là et que vous pouvez vous procurer. Beaucoup de produits, nous n'avons même pas besoin souvent, et que nous achetons à crédit, avec de l'argent que nous n'avons pas. Ce crédit dévoyé, nous attachons aux crocs du système comme des crocs de boucher, ceux auxquels, en son temps, avant de s'allier à lui, Nicolas Sarkozy voulait attacher Dominique de Villepin. En même temps, ces apôtres de l'Europe, la fausse Europe, nous promettent 315 milliards d'euros dégagés sur 3 ans pour l'investissement et prévus pour faire gagner 1 € de croissance à l'Union des États, je dirais des États désunis d'Europe. Il s'agit d'une véritable escroquerie. C'est tout à fait insuffisant d'abord. Le retard cumulé de l'investissement en Europe dépasse les 1000 milliards d'euros. Et sur les 315 milliards qu'on dit avoir rassemblés, seuls entre 13 et 21 milliards proviendront du réel, du nouveau et de la Banque européenne d'investissement. Le reste est supposé venir du privé, soit 15 fois plus que les 21 milliards si on les prend amenés. Et le reste, c'est donc 300 milliards, proviendrait de montages financiers plus ou moins sophistiqués et d'autres crédits, tous levés sur les marchés. Bref, c'est une escroquerie mutuelle organisée, dont déjà d'ailleurs en Allemagne et en France et ailleurs, tout le monde se moque, mais se moque parfois cyniquement. En même temps, ces bons apôtres nous livrent aux multinationales avec leur TTIP, le partenariat transatlantique du commerce et de l'investissement, actuellement en cours de négociation, dans une grande confidentialité. La Commission européenne étant la seule à publier sa feuille de négociation, sa feuille de route, alors que les États-Unis, eux, masquent leur approche. Cependant, l'objectif est clair, et il doit être clair pour tous. C'est l'aboutissement du dialogue commercial transatlantique, le TABD, il trouve des initiales pour tout, qui prévoit d'abaisser le niveau des normes et des réglementations protégeant le consommateur, de créer un conseil de coopération en matière de réglementation, le CCR, qui sera une machine
de réglementation ou de déréglementation permanente au détriment de la souveraineté des États, de s'appuyer de fait sur les 46 conseils de l'agenda mondial, la CAM, celle-là est bien nommée, la CAM, ayant pour mission de consolider le système financier et monétaire international. La CAM, au sein desquelles on trouve par exemple l'économiste John Williamson, inspirateur du consensus de Washington, la politique d'austérité imposée aux gouvernements endettés du tiers-monde et qui les a détruits, et qui vient nous frapper à notre tour. Enfin, le pouvoir accordé aux multinationales de déférer les États devant des tribunaux d'arbitrage lorsque ces États prennent des mesures contraires à la concurrence libre et non faussée, ce qui revient à dépouiller les États de tout pouvoir économique. N'en jetez plus. Même l'Allemagne, qui a vécu sur ses acquis, rentre en crise. Contraction des commandes industrielles, chute de la production, blocage des salaires bas et moyens. Il faut savoir, pour ceux qui croient encore au modèle allemand, que le revenu moyen d'un ménage allemand a baissé de 3% depuis l'an 2000, la baisse dépassant 5 à 10% pour les plus pauvres. Et la pauvreté est en hausse constante, y touchant, comme chez nous aux États-Unis, un enfant sur 5. Il ne naît d'ailleurs que 700 000 enfants par an aujourd'hui outre-Rhin, contre 1,4 million il y a 40 ans, dans une Allemagne qui n'incluait pourtant pas sa partie Est. Alors, pourquoi ne fait-on rien? N'y a-t-il pas une occasion pour la France et l'Europe à saisir pour sortir du corset de fer, ce corset de fer qui nous opprime? N'y a-t-il pas une stratégie gagnant-gagnant permettant de revenir à un ordre de développement mutuel, à une société juste et harmonieusement ordonnée, une société harmonique dans laquelle chacun jouerait sa partition, comme des instruments dans un orchestre ou des voix dans un chœur. Cette société qui serait un chœur, comme l'ont dit Lyndon LaRouche et aussi en France Michel Serres, le chœur étant le modèle réduit d'une société idéale, où chacun se respecte pour travailler à une œuvre commune. J'espère que vous avez hâte de voir s'ouvrir la porte de sortie, après le supplice chinois que je vous ai fait subir. Et je vous l'ai fait subir pour vous donner précisément l'envie de sortir, de vous engager, d'être plus généreux avec autrui et avec vous-même, risquant quelque chose pour sortir, car le risque de rester à l'intérieur de la cage et d'y mourir par étouffement mutuel ou par la guerre. Eh bien, nous avons les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cet ensemble de pays apparemment hétéroclites. Et ceux s'associant à eux, comme l'Argentine, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan ou l'Égypte, ce qui sera bientôt les 2/3 de l'humanité. Ils se sont d'abord associés par volonté de résistance, parce qu'ils ont compris que le monde dont je vous ai parlé les conduisait à leur perte, quelle que soit leur qualité morale ou leur compréhension intellectuelle, ils savaient qu'on était après eux. Les déclarations de Serge Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et du général chinois Chang Wanhuan sont à ce propos clairs. Ils disent « Ils cherchent à nous imposer un changement de régime. Et nous sommes déterminés à défendre notre souveraineté nationale. » Vous savez, c'est l'hypocrite responsabilité de protéger au nom de laquelle on peut intervenir là où on veut, comme on veut. Puis, parmi eux, la Chine de Xi Jinping et l'Inde de Narendra Modi en particulier ont compris que les pays menacés devaient établir entre eux au moins des relations pacifiées, sans laisser de place aux menées de ceux qui divisent pour régner. Surtout, ils ont compris qu'ils devaient considérer l'avenir et non le passé, établissant entre eux ce qu'ils appellent un système gagnant-gagnant, et non seulement entre eux, mais ouvert à tous. Modi, en particulier, a situé cette politique dans le futur, et non dans le passé ou le présent,
pour entreprendre la réalisation de grands projets infrastructurels indispensables pour servir les besoins essentiels de l'humanité, en eau, en énergie, en moyens de transport. Xi Jinping a établi avec les autres membres de BRICS les fondements d'une série de grandes banques pour financer ces travaux. Une banque de développement, capitalisée au départ à 50 milliards d'euros, puis élevée à 100, une banque régionale de développement pour les infrastructures en Asie, aux effets multipliés par un fonds régional asiatique. À noter que, contrairement au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, les prêts qu'accordent ces banques ne seront pas et ne sont pas assortis de conditions contraignantes comme celle du consensus de Washington qui a ruiné les pays alors en développement. On peut dire ce qu'on veut des intentions qui sont celles de ces pays, mais il faut bien constater que leur politique n'est pas celle du FMI ni de la Banque mondiale qui a mené au désastre. Au programme de grands travaux en Asie du Sud-Est, le nucléaire en Afrique du Sud, un grand canal Pacifique-Atlantique au Nicaragua, le doublement en cours du canal de Suez en Égypte, avec une zone de développement industriel et agricole le long de ce canal, et je viens d'apprendre que la France y participera, François Hollande vient de le dire, de multiples voies de chemin de fer en Asie et bientôt en Amérique latine. De plus, ces pays ont signé un accord cadre, instaurant une réserve de change commune dotée de 100 milliards de dollars, mais pouvant être très vite accrue. C'est un effort de ce qu'on appelle la déoffshoreisation, de sortir l'argent des paradis fiscaux pour les ramener dans les pays, et de dédollarisation qui concerne la définition d'un ordre qui ne soit pas celle de ces paradis fiscaux et qui ne soit pas celle d'un dollar qui est devenu non pas la monnaie des États-Unis d'Amérique, mais une monnaie des banquiers anglais et américains, une monnaie, je dirais, elle aussi offshore. Nicolas Jackson, un Anglais dont je vous conseillerais de lire le livre, le titre anglais c'est « Les îles au trésor, les gens qui ont volé le monde », décrit bien comment s'est produit ce phénomène. C'est dans ce contexte que l'alliance des BRICS a été nouée au sommet de Fortaleza au Brésil les 15 et 16 juillet et consolidée lors du sommet de l'APEC à Brisbane en Australie et du G20 il y a 2 semaines. C'est au cours de ce sommet que Xi Jinping a offert à Obama d'incorporer son traité transpacifique équivalent au partenariat transatlantique avec les pays européens dans le traité de libre-échange des pays asiatiques promu par la Chine. Il a ainsi désarçonné Obama et mis en échec sa politique de pivot asiatique. En même temps, faisant passer l'économie avant les désaccords, Xi Jinping a apaisé les relations entre la Chine et le Japon du gouvernement Abe. Modi, de son côté, a, depuis le Madison Square Garden de New York, le 28 septembre, jusqu'à, je crois que c'est l'Agora de Sydney, après la réunion de l'APEC, donc la réunion récente de l'APEC et du G20, il a mobilisé les diasporas indiennes pour cette politique nouvelle. Il a promis la création d'1 million d'emplois par mois pendant 10 ans, avec ou à partir de villes nouvelles, les fameuses Smart Cities. À cela s'ajoute une coopération entre ces pays dans les secteurs clés de l'énergie, avec les 2 accords russo-chinois sur la livraison de gaz et de pétrole sur 30 ans, l'exploration spatiale et la culture. Il s'agit donc bien d'un ensemble, d'un tout, bien que certains de ces parties restent encore disparates, mais la dynamique est en cours et elle entraînera ce qu'on appelle aujourd'hui leur inclusion. C'est le mot à la mode. Voici donc une dynamique de développement opposée à l'entropie et à l'austérité européenne actuelle. C'est de cette dynamique dont la France doit saisir l'occasion pour rompre avec le corset de fer du système de l'oligarchie financière et avoir sa part à cette dynamique et y dire son mot. 2 questions alors se posent. Que pouvons-nous apporter? De quels atouts disposons-nous? Et avec quelle politique? Première question. Deuxième question, quelle doit être notre politique vis-à-vis de l'Europe? La bonne nouvelle est que nous parvenons à ce que les économistes appellent un moment Minsky, où le volume de la dette sur les marchés est tel que le rendement des actifs est insuffisant pour rembourser l'intérêt de la dette contractée
pour acquérir ses actifs. C'est la fin programmée du système dans lequel nous vivons, due pas à ses adversaires, due à lui-même, qui ne peut émettre indéfiniment de la monnaie de singe, pour se sauver. Ainsi, nous disposons de l'orientation des BRICS et nous parvenons à un point de rupture du système que nous subissons. C'est le moment de jouer nos atouts. Le moment est venu de jouer nos atouts. Notre pays a un potentiel énorme s'il s'inscrit dans une dynamique de développement. Autrement, s'il demeure dans le système existant, comme la gauche et la droite s'y résignent lâchement, ou s'il pratique un repli national avec la mortelle nostalgie du Front National, il n'a aucun avenir et n'offre rien, rien au monde. Dans ce contexte, la France n'a rien à offrir au monde. Or, j'en suis totalement convaincu, nous pouvons apporter ce que nous devons à la cause de l'humanité, celle dont le général de Gaulle parlait en juin 1964 à l'Université de Mexico. À l'avenir, c'est un monde qui est en train de s'ouvrir pour les nouvelles générations. Il est là, si proche, si nous avons le courage d'y rentrer. C'est d'abord la production de l'énergie à faible coût et pratiquement sans pollution par la fusion thermonucléaire contrôlée comme on l'a vu. Nous avons Mégajoule dans les Landes. Mettons-le, comme on l'a dit, à la disposition de la recherche civile, comme le voulait mon ami Jean Robieux, découvreur du principe de la fusion par laser, et construisons aussi de nouveaux dispositifs grâce aux fibres optiques, plus petits, comme il a été dit, plus denses, c'est-à-dire plus puissants, et moins chers. Oui, le nucléaire, je sais, a mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il est attaché aux militaires, et aussi parce qu'on est resté à un stade, le procédé Westinghouse, plus ou moins dopé, plus ou moins amélioré, sans passer à une dynamique, celle dont on vient de vous parler ce matin, de la fusion, de la fission de la 4e génération à la fusion par laser. Vous savez que les musulmans, ceux qui connaissent les hadiths du prophète, disent qu'il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Eh bien aujourd'hui, les Chinois entendent chercher l'hélium 3 jusque sur la Lune pour lancer la fusion à la mesure de leur ambition. C'est une aventure sur 20 ou 30 ans, mais nous devons participer à cette aventure qui est aussi celle de l'espace, car la fusion, sous une forme à maîtriser, permettra une propulsion bien plus forte, bien plus puissante des engins spatiaux, comme il a été dit au début ce matin, réduisant les temps de parcours. Oui, cela ne rapportera pas immédiatement, comme rapporte un coup de trading de haute fréquence, ça rapporte. Mais cela, au contraire du trading de haute fréquence, définit notre avenir. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas. Or, l'Europe telle qu'elle est, le monde transatlantique tel qu'il est, nous en prive des moyens. Allons donc chercher notre futur jusqu'en Chine en participant à l'extension de la ceinture économique de la nouvelle route de la soie qui doit être étendue à l'échelle du monde. Madame Elgazep-Larouche est reconnue par ceux qui travaillent sur la nouvelle route de la soie comme celle qui, avec son mari, en a inspiré le concept. Voilà la nouvelle route de la soie, avec les projets et ce qui est commencé à être mis en place. Ici, vous avez ce qui est commencé à être mis en place, et ici, vous avez tous les projets. Donc, une ceinture économique de la nouvelle route de la soie est bien donc en place, mais ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'aller plus loin et de l'étendre à l'échelle du monde. Ce que nous avions appelé un pont terrestre asiatique doit devenir un pont terrestre mondial. Avec nos scientifiques et nos ingénieurs du nucléaire et de l'aérospatial, nous avons un droit de participation. Et puisque l'aéroport de Toulouse sera en partie repris par des intérêts chinois, selon les dernières nouvelles, faisons-en une piste de décollage vers de nouveaux horizons, loin de cette flash
européenne, cette flash dont Rimbaud parlait de manière prémonitoire dans son bateau ivre. Bien évidemment, la fusion et l'espace ne sont pas des choses en soi. Ils sont les éléments d'une identité qui doit être plus étendue pour l'humanité. La fusion, qui avec l'hélium 3 doit permettre son neutron corrosif de directement brancher le processus sur la production d'électricité en se passant des turbines. C'est la sortie de l'âge de la vapeur. Nous sommes face à la sortie de l'âge de la vapeur. La fusion qui doit permettre d'aller plus vite et plus loin dans l'espace. C'est la sortie de notre berceau terrestre. Donc c'est à la fois la sortie de l'âge de la vapeur et la sortie de notre berceau terrestre. Non pour parader dans l'espace comme dans un film stupide hollywoodien, ou parfois russe dans le passé ou dans le présent, mais pour d'abord y défendre l'humanité contre le danger des astéroïdes et des comètes, d'exploiter la poussière lunaire, qui est riche en hélium 3, et puis aller encore plus loin, dans un futur où nous connaîtrons les effets des radiations sur ceux que nous ne connaissons pas encore, sur ceux qui parcourront l'espace. Dans l'espace même, les technologies les plus nouvelles trouvent leur expression. Déjà, l'Agence spatiale européenne projette une base lunaire construite en impression 3D. Et si nous restons sur Terre, là aussi nous entrons dans un nouvel âge, celui de la fabrication d'objets hors usine, à la portée de tous, grâce au numérique sur plomb branché sur la 3D, et aussi dans des laboratoires. C'est la révolution des Fab Labs. Déjà, on peut y fabriquer des pièces d'avion, ce qui permettra de décentraliser les processus de maintenance. Déjà, on peut produire des prothèses sur mesure pour mieux surmonter les handicaps. Aujourd'hui, ce sont des prothèses qui sont les mêmes pour tout le monde, là on peut faire du sur-mesure. Déjà, chez nous, la Poste et certaines agences publiques ou privées ouvrent de petits laboratoires de fabrication à la portée de tous. Ce ne serait rien, mais rien, si c'était une chose en soi. Ce serait un truc, mais ça s'inscrit dans un processus où l'individuel doit rejoindre le collectif. Le numérique, qui est en réalité une retombée des premiers programmes spatiaux, avec leur exigence de miniaturisation et de communication, ne doit plus servir à réduire les coûts du travail, mais à augmenter la productivité dans l'industrie et aussi dans l'agriculture. Nous sommes aussi qualifiés, nous autres, Français, pour les domaines des objets interconnectés et des nanotechnologies. C'est ainsi tout un monde qui apparaît à la confluence de la chimie, de la physique, de la biologie, de l'électronique et des technologies de l'information. Ce monde étendant les pouvoirs de la nanosphère, que Vernadsky voyait venir avec joie, étendant les pouvoirs de la noosphère, et que les écologistes aujourd'hui considèrent avec la moue pessimiste de ceux infectés par le monde de ressources limitées d'une oligarchie financière que par ailleurs ils disent pourtant rejeter. Puis je vais vous dire un dernier secret qui nous porte plus loin et qui représente à la fois un danger et un immense espoir s'il est inclus dans un ensemble de partage et de développement. Il y a une vingtaine d'années, nous avions publié un petit livre, « Vivre tous 100 ans est bien portant ». Eh bien aujourd'hui, Google a tout un programme qui s'appelle Calico sur ce sujet, et nous avons en France d'excellents scientifiques pour une carte génétique de l'individu sain, pour des cellules souches totipotentes pour régénérer les tissus, pour des implants d'organes artificiels, pour la détection de tumeurs et l'action sur elles par des nanoparticules 70 fois plus petites que des globules rouges et qui sont comme des petits missiles qui libèrent le principe actif au cœur des cellules malades, qu'on peut ainsi atteindre spécifiquement et sans détruire tout autour comme ce qu'on fait aujourd'hui. Mieux encore, comme nous devons maîtriser le système solaire, nous devons maîtriser notre système immunitaire qui demeure en réalité un grand inconnu. Voilà le petit et le grand qui se rejoignent. Voilà deux instruments à accorder sur l'échelle du pensant, du vivant, de la noosphère et de la biosphère. La découverte en 1985 de la télomérase a ouvert un nouvel horizon. C'est une protéine qui empêche les télomères, la structure située aux extrémités des chromosomes,
et qui les protège évidemment de leur dégradation, et qui, à travers le temps, se détruit. Et c'est cette substance qui empêche les télomères de se rétrécir. Si on peut le maîtriser, cela signifierait prolonger la vie. Mais la télomérase est aussi présente dans les cellules cancéreuses. Donc on ne peut pas s'amuser à faire de la génétique arbitrairement. Des études sont en cours à l'Institut de génétique humaine de Montpellier, et ici se pose l'insuffisance, je dirais, d'une conception génétique des choses et la nécessité d'une vue plus globale de la vie, de ce qu'est le vivant, tel que Vernadsky le posait. Le risque est de déraper vers un système illusoire, fait pour les riches, faute d'être inscrit dans un projet général pour tous. C'est pourquoi on ne peut pas arrêter ces recherches, bien entendu, et elles sont en puissance bénéfique. Mais il faut, évidemment, contrôler Google et rétablir le principe d'intérêt général sur ces recherches. On parle de contrôler Google sur autre chose, il le faut surtout sur celle-là. C'est plus dangereux que dans son monopole dans le numérique, c'est encore plus dangereux. Face à tout ce potentiel, Lyndon LaRouche voit le vieux système de l'économie monétariste, celui de l'Europe et des États-Unis dans lequel on vit aujourd'hui. Il voit cela comme un mort-vivant. Il n'y a pas de place ni pour un mondialisme financier destructeur, ni pour le vieux système économique d'États-nations se considérant en eux-mêmes. C'est ici que la conception planétaire, à peine ébauchée et insuffisante des BRICS, est un espoir. C'est ici qu'une vision par-delà les vieilles institutions traditionnelles de gouvernement, c'est ici qu'une telle vision est nécessaire. À tout cela, les pessimistes de profession, et il y en a dans notre société, ils y sont promus, répondent « utopie, utopie, utopie », comme autant de cabris cybernétiques. Les écologistes s'exclament « mais il y aura 10 millions d'emplois supprimés en France avant 2025 ». Dans leur monde, on doit répondre « oui, c'est vrai, c'est vrai ». Mais c'est leur monde qui est condamné, et c'est ce monde que nous devons changer. L'actuel nous mène tout droit à la guerre, comme le montre l'exemple de l'Ukraine et le soutien de l'Union européenne aux putschistes de Kiev, tout droit à la guerre, faute de pouvoir créer les conditions de la paix. Le temps est donc venu de changer de monde. Et pour la France, pour notre pays, de rendre cohérente sa politique nationale avec sa politique étrangère. Et de jouer notre rôle avec la puissance que nous donne et le nucléaire et notre position de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. De jouer ce rôle pour la paix par le développement mutuel du monde et contre la dépopulation voulue par une oligarchie qui est incapable de créer les ressources pour une humanité future. Et rappelez-vous ces thèses d'Aurelio Peccei, de Paul Ehrlich qui reviennent aujourd'hui. L'homme proliférerait comme des métastases cancéreuses sur Terre et constituerait un danger pour la nature. Cette vision pessimiste, et c'est pour ça ce qui a été dit ce matin est si important, cette vision pessimiste que combat Vernadsky dans toute son histoire, à la fois contre le système qui à l'époque était déjà le système financier occidental et contre le système soviétique qui était un système aussi d'oppression. Alors comment faire? Comment faire pour arrêter ce pillage de la finance folle? Et vous le savez, mais je voulais l'inscrire dans ce contexte pour que vous compreniez mieux ce que ça représente. Ce n'est pas simplement des mesures présentées comme à la suite d'un catalogue, mais que ce sont des choses qui doivent permettre d'ouvrir les portes du futur. Premièrement, mettant fin au régime des faux monnayeurs qui opèrent dans le système transatlantique. Ça veut dire commencer par couper les banques en deux, en sauvant celles qui gèrent nos dépôts et en cessant de renflouer ceux qui spéculent, car leurs activités sont la véritable cause de notre carnage social. Est-ce une politique risquée? Oui. Mais d'une part, on doit donner l'exemple, et d'autre part, rester dans le système actuel est un risque bien pire.
nous conduirait à bien pire, comme je l'ai dit. Le Glass-Steagall d'aujourd'hui, que nous avions nous-mêmes en 1945, c'est une rupture équivalente à partir pour Londres en 1940. Mais imaginez un instant qu'il aurait fait parmi nos responsables politiques d'aujourd'hui, même ceux qui se sont peints en gaullistes, ou en socialistes, ou en révolutionnaires. Donc, mettre fin au régime des faux-monnayeurs. Ensuite, créer une véritable banque nationale, pas une banque centrale, une banque nationale, avec des gens de tout le spectre politique présent au sein du conseil d'administration de cette banque. Une banque nationale qui reprenne le contrôle de l'émission monétaire et du crédit public, c'est-à-dire qui ne finance plus les spéculateurs, qui ne les arrose plus de liquidités, comme fait le grand arroseur Draghi, ou les grands arroseurs américains, comme le fait l'Union européenne et comme le font le Japon, les États-Unis et le Canada. Mais une banque nationale qui finance de grands projets à faible taux d'intérêt et à long terme à l'échelle de l'Europe et de l'Eurasie. Soit une Europe de l'Atlantique à l'Oural et une Eurasie de l'Atlantique à la mer de Chine. C'est cela l'objectif, l'horizon par lequel nous devons nous définir, par rapport auquel nous devons nous définir. Enfin, troisièmement, en lançant une politique de crédit public. Car l'économie, c'est contrôler le crédit pour l'avenir. Et aujourd'hui, qui contrôle le crédit? Les établissements financiers et toute la finance folle. Donc nous devons lui arracher ce pouvoir. D'où l'importance d'une banque nationale, d'où l'importance du crédit public. Ce n'est pas l'épargne qui fait une économie. C'est en partie les impôts, mais c'est surtout le crédit public qui est le fondement, la base d'une économie. Donc l'État doit être chef d'orchestre, au cœur du dispositif, représentant les intérêts nationaux, associé à d'autres États. Une politique qui remplace la fausse monnaie actuelle fabriquée par les grandes banques, les 24 banques systémiques du monde, qu'on veut à tout prix sauvegarder, car si une seule tomberait, par les dominos, tout le reste tomberait. Ce ne sont plus des banques, mais des pirates financiers. Et la Banque centrale européenne, avec Mario Draghi, est à bord. C'est avec ce programme qu'on pourra financer l'avenir. Et la France a de quoi? Nous avons la tradition d'un commissariat général au plan, qui, avec une équipe restreinte d'hommes, sera capable de catalyser les énergies. Et il faut le rétablir. Nous avons une tradition d'éducation et de services publics. Il faut les maintenir. Bien entendu, il faut les faire évoluer, mais il faut les maintenir. Par la présence plus dense, par exemple, d'un tutorat dans le primaire. On doit aider ceux qu'aujourd'hui on laisse, les 150 000 qu'on laisse au bord du chemin. Par un détachement de l'enseignement fondé sur l'arithmétique et les mathématiques, avec un enseignement, pour passer un enseignement créateur, où on met la main à la pâte, comme le voulaient les successeurs de Marie Curie, où on expérimente, où on peut se tromper, on peut commettre des erreurs, et on apprend de ces erreurs. Il n'y a pas une formule définitive. Avec une intégration des grandes écoles dans notre ensemble universitaire, pas pour abaisser le niveau d'excellence, mais pour le disséminer partout. Vous savez qu'aujourd'hui, au baccalauréat, principalement dans les boîtes privées, on a, au total, plus de 10% de mentions très bien. C'est qu'on a changé l'étiquette. Dans les années 1950, il y en avait 0,4%. Donc ça ne veut pas dire que le niveau s'est amélioré, c'est qu'on a changé l'étiquette à la française. Donc il faut aller au fond des choses. Et cette capacité d'avoir vraiment des gens qui, d'un bout à l'autre, pas seulement ces 10%-là, mais d'un bout à l'autre, soient capables de rentrer dans ce monde du futur que je viens de décrire, c'est le propre de la France, c'est l'idée même de république, de choses publiques, de domaine public. C'est la responsabilité des politiques qu'aujourd'hui ils ont abandonnés. Il y aurait des risques à la reprendre, mais si l'on ne prend pas ce risque, on n'est pas des politiques, on est des serviteurs. Cela suppose bien entendu une nouvelle conception du travail humain. Comme nous le disent les experts chinois, en souriant, car ils sourient, c'est différent parfois des Russes, ils sourient, la réduction du temps de travail est en soi une stupidité. Comme il faut changer de système,
c'est le travail qu'il faut changer. Le travail du futur sera principalement un travail de recherche et de contrôle. Et il reposera sur une formation permanente tout au long de la vie. Il associera l'intellectuel et le manuel, comme c'est déjà le cas avec les astronautes. Et ce sera un travail constamment inédit, qui exigera des capacités créatrices et non une adaptation à un environnement donné. C'est ainsi que les millions d'emplois du futur, pourvu qu'on les forme, remplaceront les millions d'emplois perdus, dans un monde où la capacité de l'être humain s'étendra. Reste alors, par rapport à cela, le loisir. Le loisir. Il faut renouer avec les conceptions d'un Léo Lagrange, d'un Jean Vilar, et même d'un André Malraux. Non pour revenir au passé, mais pour en reprendre l'inspiration. Il faudra aussi arrêter les instruments d'abêtissement qui occupent les loisirs d'aujourd'hui, avec des intérêts financiers et politiques bien arrêtés. Arrêter les séries, les jeux vidéo violents, la marchandisation du sexe, l'avilissement de la femme, que vous voyez constamment. Quand aux États-Unis, une femme a protesté contre ces avilissements de la femme, elle a été poursuivie de partout. La pipolisation, la musique réduite à un bruit ou à un rythme, et le trafic de drogue qui est lié à ce monde-là, et qui circule partout. Le trafic de drogue, ce n'est pas simplement dans le hall des cités de banlieue, c'est dans les discothèques de notre bourgeoisie, où il y en a tout autant, sinon davantage. Vous savez, le grand problème, c'est que les policiers, pour faire les statistiques que leur imposait Nicolas Sarkozy, attrapaient dans la rue des chiteux, ils disaient ça, se faire des chiteux. Et avec ça, ils avaient une interpellation et une solution en même temps. 100%. N'est-ce pas merveilleux? Et n'est-ce pas aussi merveilleux de notre tolérance que Johnny Hallyday ait pu s'exprimer à plusieurs reprises en disant qu'il prenait de l'héroïne et sans avoir le moindre inconvénient, si, quand même un inconvénient, l'appui de Bernadette Chirac. Donc, voilà, c'est de société qu'il faut changer. Et ce que nous avons ici fixé, on ne peut pas le faire dans le système existant. Ce système nous l'interdit. C'est pourquoi il faut sortir de l'OTAN, de l'euro et de l'Union européenne, parce qu'ils entravent ce que nous devons faire et nous conduisent à la guerre. Sortir non pour se replier, mais pour redevenir référence, redevenir exemple d'une refondation européenne et internationale nécessaire à notre survie, je dirais à la survie de notre espèce humaine. Et c'est là notre destin. C'est l'environnement à créer, et ça se crée toujours à partir du moment où on risque de tomber dans un gouffre. C'est aujourd'hui. Ne vous faites aucune illusion. La guerre est à nos portes. Les responsables du monde sont prêts à la risquer pour conserver leur pouvoir. La nouvelle guerre froide peut devenir une guerre chaude. Voyez le climat qui rappelle désormais la crise des missiles de Cuba de 1964. Mais en 1964, on avait Kennedy. Aujourd'hui, on a Obama. Ce que fait la France, ce que peut faire la France dont le monde a besoin, très vite, dans l'immédiat, s'accorder à la Chine sans esprit de soumission, mais pour travailler avec elle au futur de notre monde. Arrêter de soutenir les fascistes en Ukraine, sauf à entreprendre une escalade nucléaire. Nous ne pouvons résister à la Russie en Europe. Ils ne peuvent être nos adversaires, ils doivent donc être des partenaires. Il est pourtant simple de l'envisager, au sein des BRICS d'abord, et non en tête-à-tête avec eux, au sein des BRICS et de l'Union européenne, en nous accordant avec la Russie pour sauver l'Ukraine de l'Union européenne, je veux dire des pays européens, pas de l'Union européenne telle qu'elle est, en nous accordant avec la Russie pour sauver l'Ukraine comme un projet commun, et en incitant fortement les Ukrainiens au fédéralisme qui seul peut sauver l'unité de leur pays, s'il en est encore temps. Arrêter l'État islamique en coupant net ses sources de financement et en intimant à l'Arabie saoudite, au Qatar et au Royaume-Uni d'arrêter leur double jeu. Déjà, Daesh est implanté en Libye et risque de l'emporter.
autant dire que la barbarie est à nos portes. Il est honteux, honteux, que nous fassions dans ce contexte si peu pour arrêter les persécutions des chrétiens en Orient. Et de nombreux musulmans me l'ont dit, de nombreux juifs me l'ont dit. Quelle autorité pouvons-nous avoir si nous ne protégeons pas ces gens qui sont persécutés, et pas seulement les chrétiens, les gens de différents cultes ou religions que poursuit Daesh. Nous mettre tout de suite à l'œuvre pour un programme de reprise mondiale en ouvrant les pistes que je viens de présenter et en s'efforçant d'y entraîner les États-Unis d'Amérique, avec nos amis là-bas, contre le fascisme financier d'Obama et des républicains qui seraient encore pires aujourd'hui. Leur dénominateur commun est en tout cas Wall Street, comme dans les années où Wall Street faisait publier dans tous les magazines américains les photos de Mussolini dans les années 30. Alors, nous avons réuni à New York, ville phare pour les États-Unis depuis leur indépendance, des gens qui veulent un monde sans la guerre. Madame Larouche s'y trouvait, mais aussi Neil Gallagher, qui était un des plus proches amis des frères Kennedy, et qui aujourd'hui est très vieux, mais actif. Ramsey Clark, l'avocat de Johnson, qui a fait passer les 2 lois sur les droits de l'homme en faveur des Afro-Américains, les lois permettant le vote et mettant fin aux entraves. Ramsey Clark, qui a dit lui-même que dans l'affaire Larouche, il n'avait jamais vu une telle injustice et un tel déni de droit dans l'histoire de l'exercice de son métier aux États-Unis. Il y avait Ray McGovern, l'ex de la CIA, qui aujourd'hui critique toute la mise en place d'un mécanisme de mort par les autorités de son pays. Il y avait Terry Strada, qui est la dirigeante des victimes du 11 septembre, qui veut qu'on dise le vrai en ce qui concerne le 11 septembre. Et il y a toute une bagarre aux États-Unis pour cela, pour que les 28 pages qui ont été mises sous embargo, qu'Obama avait promis de publier et qui ne l'ont jamais été, puissent enfin être publiées et mettre directement en cause l'Arabie saoudite. Donc, voilà ce combat. Et il y avait aussi le colonel Bao Shixiu, qui représente des forces de mouvement de libération dans toute l'histoire chinoise. Donc nous rassemblons ces forces là-bas. Et revenons à fixer nos yeux sur la France. La France, la voilà, si on la voit telle qu'elle est aujourd'hui. Le secrétaire général de l'Élysée et l'un des principaux dirigeants de l'opposition de droite rivalisent avec Nabila pour multiplier les versions d'une même histoire, scène emblématique et révélatrice de notre époque. Donc je vous disais, l'affaire Jouillet-Fillon, où ils ont multiplié les versions encore plus que Nabila avec l'histoire de son couteau. Une France où le président de la République actuelle a trahi son serment du Bourget, a établi des relations incestueuses avec la presse dont il paye le prix avec son ex-compagne qui se répand où? Au Royaume-Uni, et où on met la pression la plus grande possible sur Hollande pour qu'il ne sorte pas des clous où on l'a enfermé. Une France où l'ensemble des dirigeants de l'opposition de droite, Fillon, Sarkozy, Juppé, Le Maire, le plus hypocrite, Laurent Wauquiez, ils rivalisent tous de réformes, disons, menant une austérité encore bien plus grave que celle du gouvernement actuel. Une France où le Front National est devenu un parti attrape-tout, prétendant sortir de l'Europe, mais attendant 6 mois avec un référendum et l'avis de nos partenaires pour le faire, et qui perdrait ainsi tout avantage de la surprise. Et encore, prétendant sortir de l'euro, mais pourrait mettre 100 milliards afin de payer avec 90 milliards de ces 100 milliards nos dettes, sans juger de leur légitimité, sans les mettre en cause. Et puis cette idée démagogique, humainement, économiquement absurde, de réduire l'immigration légale de 200 000 entrées par an à 10 000, en jouant sur les peurs de ceux qui souffrent, au lieu de leur montrer le visage de leur véritable ennemi. Car son visage en France est celui de nos 4 grandes banques universelles et de nos sociétés du CAC 40, qui ne sont plus françaises que par les passeports de leurs dirigeants, mais forment
un tout multinational et transnational. Elles sont les supplétives du monde de la City et de Wall Street. Contre elles, une nouvelle nuit du 4 août est nécessaire, pas celle d'un Mélenchon qui veut remplacer le nucléaire par la géothermie, en farfouillant probablement dans le ventre de Gaïa, mais celle des hommes et des découvertes du futur. Je regrette de dire que nous sommes les seuls à articuler ce projet dans sa cohérence, tel que je viens de vous le présenter. Pour cela, je vous demande d'adhérer à notre mouvement. Et je vous dis, comme un illustre ancêtre, aidez-moi. Aidez-moi. Nous préparons un programme de formation en 6 étapes qui formeront un tout dynamique, les fondements de notre projet, et non l'addition de tranches successives comme font les autres. Nous vous invitons à y venir et à y adhérer. Et voilà une dernière image illustrant ce que nous devons combattre sous sa forme du XXIe siècle. Alors, cette image peut-être vous étonnera. Elle est très intéressante. Vous savez qu'il y a eu un coup d'État en Amérique latine contre Jacobo Arbenz, qui était le président du Guatemala, par quelqu'un qui s'appelle, il est ici, on voit mal, Castillo Armas. Coup d'État qui a été fomenté par John Foster Dulles, et on voit ici la tête du président Eisenhower qu'il a inscrit sur une bombe, et le cardinal Spellman, l'ennemi de Gaulle de Boston. Donc, on voit ce gang qui repose sur l'United Fruit et le monopole du commerce de bananes. Donc vous direz, c'était une époque dépassée. C'est vrai dans sa forme. C'est absolument faux dans le fond, sauf qu'aujourd'hui c'est pire. Parce que ce système d'exploitation est beaucoup plus pernicieux. Alors je vais vous dire une chose, quand vous entendez dire des choses à notre sujet. On a entendu dire les pires choses sur Jacobo Arbenz, qui était quelqu'un qui avait partagé une partie des terres de son épouse et mené une politique, disons, de centre-gauche, qui était elle-même totalement intolérable à l'époque pour les Américains et les Anglais. Donc ils ont lancé une opération contre lui en demandant à quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, d'organiser une campagne contre le gouvernement de Jacobo Arbenz en disant qu'il était communiste. Donc il y a eu toute une campagne le traitant de communiste et on a donné des armes à cet aventurier qui était Castillo Armas. Pourquoi c'est si important? Parce que ce que dépeint ici Rivera, et que les États-Unis n'ont pas voulu, et qui est caché, me dit-on, dans une dépôt au musée de Pouchkine, je crois, de Pétersbourg, qu'est-ce qu'il dénonce? Quelle vérité il dit? Il dit une vérité qui est celle d'une forme qui ne correspond pas à un seul pays, le Guatemala, mais qui montre que ce sont des influences extérieures qui ont déterminé cette situation. De la même manière, ce sont des influences extérieures qui déterminent ce qui se passe en France aujourd'hui. D'une autre façon, parce qu'ils ont fait des progrès. Ils sont passés des bananes aux manipulations mentales. C'est un progrès de leur part. Donc c'est cela que nous devons combattre, et c'est pour ça que la question de la culture est si importante. Et nous devons retrouver l'esprit de Jaurès lorsqu'il en appelait aux hommes humains pour sauver la paix. C'était le 29 juillet 1914 à Bruxelles. Et nous devons le refaire, et le refaire très vite. Et je vous invite à vous mettre en rapport avec moi, avec nous, pour cette entreprise, qui est de rassembler, et pas de désunir, de rassembler car le combat est décisif. La France, dont le monde a besoin elle-même d'un projet, et de femmes et d'hommes qui le comprennent, qui le défendent, qui se battent pour lui. Si nous ne nous battons pas pour lui, il sera bientôt trop tard, car nous sommes à une heure très avancée de l'histoire. Nous devons donc arrêter, d'une fois pour toutes, le crime en cours contre la postérité. Merci.